Avez-vous déjà remarqué que, tandis que votre corps est à un endroit, votre esprit est ailleurs, que le monologue intérieur qui commence dès votre réveil se poursuit sans relâche tout au long de la journée, qu'une simple phrase prononcée dans le passé peut résonner en vous pendant des heures, que la simple possibilité d'un événement futur peut vous serrer le cœur, qu'un état d'alerte constant vous habite, même en l'absence de danger réel, que c'est comme si une main invisible vous retenait de l'intérieur, vous empêchant de respirer librement. Selon Jung, la plus grande prison pour l'être humain n'est pas constituée par les circonstances extérieures, mais par ce circuit fermé que l'esprit crée en lui-même. La plupart des gens passent leur vie entière dans ce circuit sans même s'en rendre compte. Ils prennent leurs pensées pour eux-mêmes. Leurs émotions pour le destin acceptent chaque voix qui traverse leur esprit comme une réalité, et ainsi, au lieu de se connecter à la vie, ils la rejouent sans cesse dans leur esprit. Peut être que la raison de votre fatigue n'est pas ce que vous avez vécu. Ce qui vous épuise peut être vraiment, c'est de revivre sans cesse les mêmes moments, de laisser les mêmes questions sans réponse et de tenter de réécrire les mêmes scénarios avec des issues différentes. Carl Jung disait que si l'on n'est pas conscient de son monde intérieur, on le confond avec le destin. Cette affirmation est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Car tant que vous n'aurez pas pris conscience du temps que votre esprit vous a retenu, chaque décision que vous croyez prendre n'est peut être qu'une réaction automatique. Alors, demandez-vous honnêtement, ces derniers temps, vivez-vous vraiment ou luttez-vous pour survivre dans votre esprit? Cette voix intérieure, qui analyse constamment, cherche à contrôler, calcule chaque possibilité, peut sembler vous rassurer, mais elle peut aussi vous déconnecter du moment présent, du calme et de la profondeur. L'esprit humain n'aime pas l'incertitude, perçoit les vides comme des menaces et, par conséquent, parle au lieu de se taire, crée des scénarios au lieu de s'arrêter, génère de l'anxiété au lieu d'attendre. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsqu'on n'y prête pas attention, que le mécanisme de défense de l'esprit se transforme en prison. Peut-être avez-vous, vous aussi, appris à tout garder pour vous au nom de la force, peut-être vous êtes-vous habitué à calculer chaque étape à l'avance pour éviter de vous blesser, peut-être pensiez-vous être en sécurité tant que vous gardiez le contrôle. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que vous coûte cette tension, cette contrainte, ce flot incessant de pensées? Car le point de rupture que Jung a identifié se situe précisément ici. L'instant où une personne parvient à se libérer de son propre mental, elle entre pour la première fois en contact véritable avec la vie. Tout au long de cette vidéo, nous verrons étape par étape comment fonctionne le mécanisme qui vous retient prisonnier de votre mental, pourquoi il est impossible de le faire taire et, surtout, comment vous en libérer sans le combattre. Si ces phrases vous parlent, ce n'est pas un hasard, car parfois, lorsqu'une personne est prête à entendre quelque chose, elle trouve les mots justes et cette rencontre peut être le premier signe d'une transformation que vous avez inconsciemment amorcée. Le plus difficile, lorsqu'on comprend que son mental nous retient prisonniers, c'est qu'on nous le fait souvent paraître normal. Chacun pense, chacun s'inquiète, chacun ressasse le passé et imagine des scénarios pour l'avenir, si bien que ce brouhaha mental devient un bruit de fond imperceptible. Les jours passent, les années passent, et à un moment donné, le silence devient étranger, voire dangereux. On craint de perdre le contrôle lorsqu'on cesse de penser. Pourtant, cet état de pensée incessant se transforme peu à peu en un rideau invisible qui coupe l'individu de la vie, et sans s'en rendre compte, on devient spectateur de son propre monde intérieur. C'est peut-être pourquoi certains moments vous semblent flous. Votre esprit vagabonde pendant une conversation agréable, vous ressentez un étrange vide intérieur face à un paysage, vous n'arrivez pas à être pleinement présent, même quand vous devriez savourer l'instant, tandis que l'esprit s'efforce d'interpréter, de catégoriser et de donner un sens à chaque instant, l'expérience elle-même est reléguée au second plan. La vie n'est plus vécue, elle est analysée. Les émotions ne sont plus ressenties, elles sont décryptées. Et sans s'en apercevoir, on s'habitue à être plus alerte que véritablement vivant. À ce stade, la plupart des gens ne se demandent pas « Depuis combien de temps est-ce que je vis en parfaite harmonie avec cette voix intérieure ?» Car dès que cette question est posée, une vérité troublante se révèle. Les histoires que raconte l'esprit ne sont pas toujours la vérité. L'esprit projette les traumatismes passés dans le présent, présente d'anciennes peurs comme la réalité d'aujourd'hui et nous fait entrevoir des possibilités inconnues comme des certitudes. Ainsi, nous ne vivons pas dans le moment présent, mais sur la ligne temporelle construite par l'esprit. Le bavardage incessant de l'esprit est naturel chez la plupart des gens, car dès l'enfance, on nous apprend que penser, analyser et ruminer est synonyme de force.
Un esprit silencieux est considéré comme paresseux, une personne qui ne pense pas est perçue comme irresponsable, et ainsi, au lieu de remettre en question ce monologue intérieur permanent, nous apprenons à lui faire confiance. Selon Carl Jung, la raison fondamentale de ce bavardage incessant n'est pas la sagesse, mais l'insécurité. L'esprit n'aime pas l'incertitude, perçoit les domaines qu'il ne peut contrôler comme des menaces, et bavarde, planifie, ressasse le passé et tente de façonner l'avenir pour supprimer ces menaces. Inconsciemment, les gens croient « si je réfléchis suffisamment, si je prends suffisamment de précautions et si j'imagine suffisamment de scénarios, je ne serai pas blessé ». C'est là que le diagnostic commence, car si cette activité mentale constante semble vous protéger, elle vous maintient en réalité sur le qui-vive, vous déconnectant de la vie. La source d'une grande partie de la tension, du malaise et du tumulte intérieur que vous ressentez au cours de la journée ne réside pas dans les événements eux-mêmes. C'est l'écho de ces événements dans l'esprit. L'esprit ne laisse pas les choses telles qu'elles sont. Il leur attribue une signification, y ajoute une histoire et, souvent, vous place au centre de cette histoire. Un regard, un message, un silence, tout cela grandit, s'amplifie et se détache de la réalité dans l'esprit. Ainsi, une personne ne vit pas avec ce qui est, mais avec ce qu'elle pense de ce qui est. Jung décrit cela comme l'illusion du contrôle. La personne pense être maîtresse de la situation, mais en réalité, c'est elle qui est contrôlée. Une autre raison pour laquelle l'esprit ne se tait pas est liée à l'identité. Lorsqu'une personne commence à se définir par ses pensées, elle a l'impression qu'elle cessera d'exister lorsque la pensée s'arrêtera. Le silence est donc effrayant, car dans le silence, il n'y a ni rôle, ni histoire, ni défense. Si l'esprit se tait, les émotions refoulées peuvent remonter à la surface. Les peurs ignorées peuvent être ressenties, les confrontations reportées peuvent ressurgir. Par conséquent, l'esprit parle, parle, parle. Il distrait la personne, l'empêchant d'aller au fond des choses. Nombreux sont ceux qui considèrent ce brouhaha intérieur comme faisant partie intégrante de leur personnalité, l'adoptant même comme une composante essentielle de leur être. Pourtant, selon Jung, une personne n'est pas ce qu'elle pense, mais un être capable d'observer ses pensées. Lorsque cette distinction est négligée, le diagnostic devient limpide. L'esprit ne se tait pas car vous continuez à vous identifier à lui. Une pensée surgit, vous devenez cette pensée. Une émotion apparaît, vous vous transformez en elle. La peur surgit et tout votre être est enveloppé par elle. Dans une telle situation, il est difficile de parler de libre arbitre, car il n'y a pas de choix, seulement des réactions automatiques. Alors qu'une personne croit se défendre, elle est en réalité prise au piège d'un cycle répétitif. La vérité la plus difficile à accepter peut être celle-ci. L'incapacité de l'esprit à se taire n'est pas un problème, mais un symptôme. Ce symptôme vous murmure. Il existe en vous une part qui aspire à être reconnue, mais qui est constamment repoussée. C'est précisément ce que nous explorons dans cette série de vidéos. Il ne s'agit pas de faire taire l'esprit, mais de comprendre honnêtement pourquoi il est si agité. Si ce qui a été décrit jusqu'ici vous semble familier, sachez que vous n'êtes pas un cas isolé. Nombreuses sont les personnes qui vivent avec ce brouhaha intérieur et le considèrent comme normal. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à comprendre non seulement votre esprit, mais aussi le mécanisme qui le sous-tend, car la véritable transformation commence là où le diagnostic devient clair. Cette activité mentale incessante perturbe progressivement notre boussole intérieure. Il devient difficile de distinguer une véritable intuition d'un simple écho d'une vieille peur. À mesure que la voix intérieure s'amplifie, la personne s'éloigne de son centre et devient plus ouverte et vulnérable aux stimuli extérieurs. Une petite critique nous obsède toute la journée, une simple incertitude perturbe notre sommeil, une possibilité insignifiante est perçue comme une menace majeure. Lorsque l'esprit prend tout au sérieux, la vie devient pesante, et sans s'en rendre compte, on entre dans un état de défense permanent. Cet état défensif passe souvent inaperçu car il se dissimule sous les apparences de responsabilité, de maturité ou de force intérieure. On se croit constamment prêt. On considère l'examen de toutes les possibilités comme une vertu et on éprouve de la culpabilité même en étant détendu. L'esprit perçoit la relaxation comme un danger. Se reposer, s'arrêter, simplement être sont des zones presque interdites. Ainsi, sans s'en rendre compte, on normalise le fait de vivre sous une pression intérieure, au sein de cet ordre strict que l'on a soi-même instauré. Sans comprendre le mécanisme sous-jacent à l'inactivité constante de l'esprit, une véritable transformation est impossible. Carl Jung introduit ici l'un des concepts les plus importants,
La persona. La persona est le visage qu'une personne présente au monde. C'est la somme des attitudes développées pour être acceptée, des rôles adoptés pour paraître forte et des masques portés pour être aimés ou éviter le rejet. L'esprit a pour mission de protéger ce masque, car lorsque la persona est ébranlée, le récit que la personne a construit sur elle-même l'est également. C'est précisément pourquoi l'esprit est constamment en alerte. Il répète les phrases pour éviter les malentendus, ressasse le passé pour ne pas paraître avoir tort et tente de contrôler l'avenir pour ne pas être pris au dépourvu. Inconsciemment, on croit « si je joue bien ce rôle, je suis en sécurité ». Ainsi, l'esprit travaille sans relâche pour maintenir la persona, et ce travail finit par paraître naturel. Mais selon Jung, un piège subtil se cache derrière cela. Tandis que la personne pense utiliser le rôle, c'est le rôle qui commence à l'utiliser. Pour se protéger, l'esprit déforme la réalité, refoule les émotions et relègue au second plan toute conscience dérangeante. Lorsqu'une personne s'identifie à ce qu'elle appelle « c'est moi », toute émotion qui ne correspond pas à cette identité est perçue comme une menace. La vulnérabilité est vue comme une faiblesse, l'incertitude comme un danger, et même l'immobilité semble risquée. Le tumulte de l'esprit est alimenté précisément par cela, car l'individu déteste le silence. Dans le silence, le masque peut tomber, les défenses s'affaiblir, et le vrai soi peut se révéler. C'est pourquoi l'esprit parle, explique, justifie et se défend. Lorsqu'une personne prend le temps de réfléchir, elle peut réaliser qu'une grande partie des histoires que se raconte l'esprit vise à préserver l'image plutôt qu'à voir la vérité. L'individu n'est pas simplement un visage présenté aux autres. Avec le temps, il se transforme en un rôle que l'individu se joue à lui-même. Même sa propre souffrance est filtrée par ce rôle et ses propres besoins sont évalués à l'aune de ce masque. Ainsi, une déconnexion silencieuse se crée entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est précisément ce que Jung dénonçait. Une personne qui s'identifie à son personnage perd le contact avec son être véritable, et le mental, pour compenser cette déconnexion, parle davantage, tente de contrôler davantage et produit davantage de scénarios. Le piège du mental est le suivant. Tout en prétendant vous protéger, il vous éloigne de la vie. Car la vie se ressent non pas lorsque vous jouez un rôle, mais lorsque le masque tombe, lorsque vous pouvez vous observer. Lorsque le personnage commence à s'effondrer, le mental panique, parle davantage, se défend davantage. Mais cette panique est en réalité une invitation. Cette invitation vous appelle à une connaissance plus profonde. Si, à ce stade, la personne apprend à observer ce que le mental lui dit au lieu de l'accepter comme une vérité absolue, le mécanisme commence à se défaire. Les pensées surgissent mais ne deviennent pas identité. Les émotions s'élèvent mais ne dominent pas. Les rôles deviennent visibles mais ne contrôlent pas. Ce moment de prise de conscience est la porte d'entrée du processus d'individuation de Jung, et pour la personne qui franchit cette porte, le mental n'est plus un maître, mais un outil. Avec le temps, le personnage cesse d'être un simple masque social et devient un maître dans le monde intérieur de la personne. Il décide silencieusement de ce qu'elle doit ressentir, dire et quelles émotions sont acceptables. Tant que la personne ignore l'existence de ce maître, elle perçoit ses conflits intérieurs comme des échecs personnels. En réalité, le conflit naît de la tension entre le vrai soi et l'image qu'il faut protéger. Pour apaiser cette tension, l'esprit produit sans cesse des explications, des excuses et se persuade lui-même, aggravant ainsi le cycle. L'aspect le plus insidieux de ce cycle est qu'il procure à la personne un sentiment de force, avoir réponse à tout, croire pouvoir prévoir chaque situation et maîtriser ses émotions semble, à première vue, une attitude solide. Mais cette solidité n'est souvent rien d'autre que de la rigidité. La flexibilité cède la place à la défensive, la curiosité au jugement et le contact à la distance. L'esprit sacrifie sa vitalité pour maintenir le personnage, et la personne, sans s'en rendre compte, se restreint pour se protéger. À un moment donné, la personne ressent quelque chose d'indéfinissable, un vide intérieur. Les succès perdent leur saveur, les relations paraissent superficielles et les moments de calme engendrent un malaise plutôt que la paix. L'origine de ce sentiment est souvent obscure, car l'esprit s'empresse d'intervenir, proposant de nouveaux objectifs, de nouvelles préoccupations et de nouveaux récits. La plupart des gens croient que leur choix conscient détermine leur vie. Ils pensent savoir ce qu'ils veulent, ce qui les met en colère et pourquoi ils souffrent. Pourtant, selon Carl Jung, une grande partie du comportement humain est alimentée par des zones cachées et ignorées de l'inconscient. Jung appelle cette zone l'ombre. L'ombre englobe tout ce qu'une personne refoule, non pas parce que c'est mauvais en soi,
mais parce qu'elle a du mal à l'accepter. Colère, jalousie, vulnérabilité, peur, soif de pouvoir, honte, sentiment de dévalorisation. Lorsqu'une personne ne parvient pas à concilier ses sentiments avec elle-même ou pense que son entourage les désapprouvera, elle les enfouit dans l'inconscient. Mais rien de ce qui est refoulé ne disparaît. Cela devient seulement invisible, et ce qui est invisible commence à gouverner sans être remarqué. C'est précisément pourquoi l'ombre est si puissante. Tant qu'une personne ne l'affronte pas, l'ombre s'exprime indirectement. Des accès de colère soudains, des crises apparemment sans raison, des problèmes relationnels récurrents, une attirance pour le même type de personne ou des déceptions identiques sont autant de traces de ce mécanisme. La personne blâme toujours le monde extérieur. Elle perçoit l'autre comme insensible, irrespectueux ou incompréhensif. Selon Jung, la projection entre alors en jeu. On projette sur les autres ce que l'on refuse de voir en soi, se sentant ainsi innocent et évitant tout contact avec son ombre. Si cette fuite peut sembler soulageante à court terme, elle enferme à long terme la personne dans le même cycle. Une autre raison pour laquelle ce que l'on fuit nous contrôle est que l'ombre véhicule de l'énergie. Les émotions refoulées ne sont pas seulement cachées, elles s'accumulent. Cette accumulation se transforme progressivement en pression intérieure. Alors qu'une personne se croit calme, elle est intérieurement tendue. Alors qu'elle se croit forte, elle est en réalité sur le point d'être déclenchée. Un petit événement suffit à libérer cette énergie accumulée. C'est pourquoi certaines réactions sont disproportionnées. Elles sont trop intenses pour être expliquées par le moment présent. Jung explique cette situation ainsi. Ce qui demeure dans l'inconscient gouverne la vie consciente comme le destin. Quand une personne ne comprend pas pourquoi elle réagit ainsi, elle se croit libre, alors qu'en réalité, elle est guidée par des forces invisibles qui l'habitent. Une personne qui évite tout contact avec son ombre se retrouve constamment sur la défensive. Elle veut avoir raison, faire comme si elle n'avait pas été blessée et tenter de paraître forte. Cet état défensif envenime les relations au fil du temps, isole l'individu et crée une aliénation intérieure. La personne commence à se distancer même de ses propres émotions. La joie est contrôlée, la tristesse refoulée, la colère niée. La vie devient superficielle. Selon Jung, cette superficialité n'est pas accidentelle. Explorer les profondeurs de soi exige d'affronter son ombre, et cette confrontation requiert du courage. Au lieu de faire preuve de ce courage, la plupart des gens se réfugient dans le tumulte de leurs pensées. Penser, planifier et analyser sans cesse deviennent des outils pour éviter tout contact avec cette part d'ombre intérieure. À ce stade, il est nécessaire de s'arrêter et de se poser la question. Fuyez-vous vraiment les autres ou les parts de vous-même que vous refusez de reconnaître? Dans l'approche de Jung, la solution n'est pas d'éliminer l'ombre. L'ombre n'est pas un ennemi. C'est une part de nous-mêmes qui aspire à être reconnue. Lorsqu'on cesse de la refouler, l'ombre cesse d'être destructrice et se transforme en une force transformatrice. Au contact de sa propre part d'ombre, on gagne en calme, en équilibre et en liberté face à l'obscurité d'autrui. Les réactions s'apaisent, les choix s'éclaircissent et un sentiment de plénitude intérieure émerge. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'aurez sans doute compris. Fuir ne protège pas, cela ne fait que repousser l'échéance. Ignorer, l'ombre se manifeste de manière plus indirecte, plus brutale et plus incontrôlable. Si cette vidéo vous a permis de vous regarder en face, il faut du courage pour affronter ce miroir. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement écrire cette phrase en commentaire « Je choisis d'affronter mon ombre ». Il ne s'agit pas d'une confession, mais d'un choix de cap. Dans la section suivante, nous verrons étape par étape comment cette confrontation est possible et comment le contact avec son ombre renforce la résilience. Sortir de l'emprise du mental ne commence pas par tenter de le faire taire. Cela commence plutôt par apprendre à observer clairement son fonctionnement. Selon Carl Jung, cette prise de conscience ouvre la voie au processus d'individuation. On perçoit souvent son mental comme un ennemi, cherchant à se débarrasser des pensées, à instaurer le silence. Cet effort engendre une nouvelle lutte, qui renforce encore davantage le mental. La solution consiste à cesser de lutter et à se tourner vers l'observation. Au lieu de chasser une pensée dès son apparition, il faut la nommer, en étant capable de dire « il y a une pensée en ce moment ». Au lieu de refouler une émotion lorsqu'elle surgit, il faut être capable de reconnaître « je ressens une émotion en ce moment ». Cette subtile distinction, observer la pensée au lieu de s'y identifier, est le premier pas concret vers la sortie de l'emprise du mental. Car une pensée se renforce lorsqu'on lui attribue une identité. Elle se dissout lorsqu'on peut l'observer. Les pratiques suggérées par Jung ne sont pas complexes, mais elles exigent de la constance. Retarder sa réaction,
Faire une brève pause avant de répondre automatiquement, être attentif à ses sensations corporelles, saisir l'instant où l'esprit construit son récit. Cette pause peut être déstabilisante au début. Les habitudes sont ébranlées, le sentiment de contrôle s'estompe. Mais c'est précisément cette détente qui permet de se reconnecter à la vie. Sortir du mental, c'est vivre pleinement l'instant présent. Et l'instant présent précède l'interprétation. Lorsque l'interprétation s'apaise, l'énergie revient. On se sent moins épuisé, moins affecté par les mêmes événements. Un message, un regard, une incertitude ne monopolisent plus toute la journée. Dès lors, la capacité à poser des limites se développe naturellement. On ne répond pas à toutes les pensées, on ne laisse pas libre cours à toutes les émotions, on ne répond pas immédiatement à tous les appels. Selon Jung, il ne s'agit pas d'inaccessibilité, mais de souveraineté intérieure. Celui qui sort du mental ne devient pas passif, il devient sélectif. Il perçoit plus clairement quand parler, quand se taire, à quoi dire oui et à quoi dire non. Une autre étape pour sortir du mental consiste à maintenir un contact avec son ombre. Lorsque les émotions refoulées sont reconnues, le besoin d'y revenir sous forme de pensée diminue. En prenant conscience de sa capacité à porter sa propre part d'ombre, la dépendance au tumulte du mental se dissout. Ce processus ne s'achève pas du jour au lendemain. Comme le souligne Jung, c'est un cheminement. Mais une fois ce cheminement entamé, la vie change de ton. Le mental pense toujours, mais il ne contrôle plus. Les émotions sont toujours ressenties, mais elles ne nous submergent plus. Les événements se produisent toujours, mais ils ne sont plus déterminants. Pour la première fois, on a le sentiment de ne plus être prisonnier de son mental, mais d'être pleinement présent dans la vie. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment cette posture se transforme en une identité durable, ce que signifie la transition d'un moi réactif à un moi acteur de ses choix, et quelle perspective cette transformation ouvre. À mesure que la pratique de sortir du mental s'approfondit, on simplifie inconsciemment son langage et son comportement. On explique moins, on éprouve moins le besoin de se justifier constamment et on relâche ses efforts pour tout prouver. Cette détente se manifeste extérieurement par un calme apparent. Intérieurement, elle instaure la clarté. Libérée de la nécessité de combler chaque vide, l'intuition se fait à nouveau entendre et la personne perçoit plus clairement la voie à suivre. La perception du temps se transforme également. La précipitation diminue et le retard cesse d'être une menace. On découvre qu'il est possible d'attendre avant de répondre, de ressentir avant de décider. Attendre n'est pas une perte de pouvoir, mais une question de direction. Lorsque l'esprit ne se précipite plus au moindre signal, les signaux du corps deviennent plus nets. La fatigue est perçue plus tôt, les limites sont mieux définies et les déséquilibres relationnels sont plus rapidement décelés. Ainsi, on apprend à exister sans s'épuiser. Prendre du recul par rapport au mental transforme aussi le rapport à la culpabilité, le sentiment d'incomplétude en état de détente et l'impression d'être laissé pour compte à l'arrêt s'estompent progressivement. On apprend à ne plus mesurer sa productivité uniquement à l'aune de l'activité, en expérimentant que le silence peut aussi être productif et que le repos est une préparation et non une fuite, la pression intérieure diminue. Cette diminution permet à chacun de respecter son propre rythme et contribue à instaurer une harmonie plus parfaite avec la vie. Lorsque toutes ces étapes se conjuguent, la prise de recul par rapport au mental cesse d'être une idée abstraite et devient une expérience vécue. L'individu n'est plus emporté par le flot incessant de ses pensées, tandis que celles-ci vont et viennent, un point d'observation central se dessine. Ce point est comme une zone de calme au cœur de la tempête. Dans la section suivante, nous verrons comment cette zone de calme se transforme en une identité durable, c'est dire comment le libre arbitre se renforce et comment la vie s'ouvre à de nouvelles perspectives. Dès l'instant où vous parvenez à vous extraire du mental, la vie se présente à vous sous un jour nouveau. Les mêmes personnes, les mêmes circonstances, les mêmes incertitudes sont toujours là, mais vous n'y êtes plus prisonnier. Selon Carl Jung, ce point constitue le seuil silencieux, mais le plus puissant du chemin vers l'individuation, car pour la première fois, l'individu prend conscience du centre qui se cache derrière ses pensées. Toutes les idées ne vous entraînent plus. Toutes les émotions ne déterminent plus votre direction. Tous les déclencheurs ne prennent plus le contrôle de votre journée. Le mental s'exprime encore, mais ne domine plus. Les émotions surgissent encore, mais ne décident plus. Une distance subtile s'instaure entre vous et la vie, une distance qui n'est pas une séparation, mais une clarté. Grâce à cette clarté, vous pouvez observer les événements sans les prendre personnellement, sans confondre le comportement d'autrui avec votre propre valeur, et sans prendre les traces du passé
pour la réalité du présent. Cette nouvelle position, en dehors du mental, favorise le contact, non la fuite. Vous ne cherchez plus à vous protéger de la vie, mais vous vous y engagez pleinement. Comme Jung le soulignait souvent, la maturité n'est pas la fin de la souffrance, mais la prise de conscience de celle-ci. Cette prise de conscience rend une personne plus forte et non plus faible. Cette force peut se manifester de l'extérieur par le silence. Moins de paroles, moins d'explications, moins de réactions, mais un ordre puissant règne en nous. On ressent plus clairement ce que l'on peut porter et ce dont on doit se libérer. Les hauts et les bas des relations s'atténuent, les attentes se simplifient et les choix deviennent plus conscients. Celui qui prend du recul par rapport à son mental ne cherche plus à contrôler sa vie. Il ne cède plus à ce besoin de contrôle car il en connaît l'origine. Cette prise de conscience est la forme la plus simple de la liberté. La liberté ne consiste pas à tout faire, mais à choisir ce à quoi on ne réagit pas. La transformation n'est pas une explosion, c'est un changement. Lorsqu'une personne vit dans ses pensées, la vie reste lointaine. Lorsqu'elle parvient à se détacher de ses pensées, la vie se rapproche. Adopter cette posture est une décision à renouveler chaque jour. Cette nouvelle position, ce détachement du mental, transforme fondamentalement le rapport que l'on entretient avec la vie. Tout n'est pas urgent, tous les problèmes ne nécessitent pas une résolution, et toute incertitude n'est pas perçue comme une menace. On réalise qu'il est possible de traverser les événements sans se laisser emporter par leur cours. Cette prise de conscience n'appauvrit pas le monde extérieur, elle enrichit le monde intérieur. Cet espace intérieur élargi offre davantage de possibilités et allège les obligations. La vie cesse d'être un problème à gérer constamment et devient une expérience à vivre pleinement. Le signe le plus visible de cette transformation est l'adoucissement de la relation que l'on entretient avec soi-même. La critique intérieure perd de sa dureté, la tendance à l'autoflagellation diminue et les erreurs sont reléguées au domaine de l'apprentissage. Au lieu de rechercher la perfection, on privilégie la constance. Cette constance se manifeste par le respect des petites promesses, le maintien de limites saines et le respect de l'écoute. Ainsi, la crédibilité de l'individu repose non sur l'approbation extérieure, mais sur l'harmonie intérieure. La vie, qui prend racine au-delà du mental, rend également les relations plus authentiques. On ne se dévalorise plus pour créer des liens, on ne se force plus à être aimé, ni à se justifier constamment pour être compris. Quand le silence cesse d'être une menace, le contact s'approfondit. Les rencontres deviennent plus simples, les séparations plus claires et les choix plus authentiques. Cette authenticité n'est pas dramatique, elle est calme et limpide. On décide avec qui et quoi on accompagnera dans la vie, plus sereinement. En fin de compte, la conclusion est la suivante. L'esprit trouve sa place, et la vie aussi. On ne contrôle pas l'autre, ils coexistent. On ne cherche pas à dominer ses pensées, mais à les guider. Ce guidage se nourrit de petits choix quotidiens. S'arrêter, attendre, écouter, choisir. Cette vie, qui prend racine au-delà du mental, ne requiert pas de grandes déclarations, elle exige seulement de l'attention et de la loyauté. Et cette loyauté est la promesse la plus discrète, mais aussi la plus puissante qu'une personne se fait à elle-même. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.